Depuis l'indépendance du Niger, aucun président élu n'a passé la main à un président élu à sa suite. Désigné par le président Issoufou comme candidat du PNDS Taraya à la présidentielle de 2021, Mohamed Bazoum, actuel ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, est à Paris. Rencontre. Monsieur le ministre Bazoum, bonsoir et merci de nous accorder cet entretien. J'ai appris que le Niger souhaite changer son hymne national. Oui, en effet, notre hymne national comporte deux phrases qui ne nous paraissent pas de nature à mériter que nous les maintenions. L'hymne national du Niger a été écrit par un Français au lendemain de l'indépendance de notre pays et on sent qu'elle comporte des éléments de nature à nous ramener un peu dans le contexte de ces années-là. Ce sont des phrases un peu désuètes qu'il va falloir certainement changer. Donc il y a un comité d'experts et je crois certains ministres, vous en faites partie, qui rédigent la nouvelle mouture? Non, je n'en fais pas partie. C'est piloté par le ministre de la Renaissance culturelle. Il a avec lui des artistes surtout. Le Niger teste au quotidien sa résilience, tant sur le plan sécuritaire, économique que migratoire. Il paye cher son voisinage avec le Mali, le Nigeria et la Libye, trois pays exportateurs d'insécurité djihadiste. Depuis 2015, plus de 1400 éléments de Boko Haram ont été neutralisés. Suite à sa visite à Difa, à l'est du Niger, le président Issoufou a donné des instructions qui, de votre point de vue, vont changer fondamentalement la situation. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Oui, 1500 tués dans les rangs de Boko Haram. Ce n'est pas que du fait de l'armée nigérienne, mais du fait de la force mixte multinationale, c'est-à-dire qui comprendrait en l'occurrence même le Tchad, qui était à un moment donné sur notre territoire ainsi que sur le territoire du Nigeria. Nous avons l'impression que Boko Haram s'est beaucoup affaibli au cours de l'année 2019. Après la décrue de la rive de la Komadougou, comme d'habitude, Boko Haram a engagé des opérations contre nos positions. À 3 reprises, nous leur avons infligé des pertes importantes. Ça, c'est totalement nouveau au cours de l'année 2018 ou des années précédentes. Les combats ne finissaient pas en notre faveur de façon aussi nette que pour l'année 2019, ce qui est la preuve que nos forces se sont aguerries et ont acquis des réflexes beaucoup plus positifs. C'est la preuve aussi que Boko Haram s'est affaibli. Après ça, nous sentons que la césure qu'il y a eu au sein de Boko Haram, divisée désormais en 2 factions, celle de Chekau et celle de El-Bernaoui, a fait beaucoup de tort, heureusement, à cette organisation. Sur notre territoire, elle est en train de dégénérer en une organisation qui se criminalise de façon tout à fait vulgaire. Ils se contentent de demander des rançons aux personnes qu'ils enlèvent. Quand ils tuent des personnes, ils les tuent pour des raisons qu'on ne comprendrait pas, qui n'ont rien absolument d'idéologique, mais qui procèdent des règlements de compte tout à fait sordides et vulgaires. Et tout cela nous amène à croire que les engagements qui ont été souhaités par le président de la République et pour lesquels il a donné des instructions très précises seront de nature à renforcer ce rapport de force favorable et réduire, à mon avis, la nuisance de Boko Haram. Mais quelles sont les instructions justement données par le Écoutez, elles ont à voir avec la façon dont il faut continuer à s'organiser. Ce ne sont pas des choses ni que je maîtrise, ni que je pourrais exposer ici. Donc, comprenez que... Un caractère confidentiel. Voilà, ce n'est pas... Il y a 15% du budget de l'État qui a été alloué à la sécurité et le reste du budget... Dans le programme de renaissance du président de la République élaboré au cours de l'année 2011 et dont nous avons repris
à grands traits les tendances principales lors de la campagne de l'élection de l'année 2016. Nous avons systématiquement prévu 10% de nos ressources budgétaires pour la sécurité, mais il est arrivé qu'au cours d'une année, nous ayons eu à mettre jusqu'à 19%, presque 20%. Lorsque ce bas, c'est 17%, jamais 15%. Et le pays a-t-il les moyens de ses dépenses militaires? Mais parce que tout simplement, si on n'assure pas la sécurité, on n'aura pas d'école, on n'aura pas d'hopitaux, on n'aura pas de routes, on n'aura pas de pays, on n'aura pas d'État. Donc, mais justement, quand la population est assez jeune, puisqu'il y a 68,9% de la population qui est âgée de moins de 25 ans. Donc finalement, que reste-t-il pour l'éducation et la formation? Pourtant, nous consacrons plus de 20% de notre budget à l'école. Nos prévisions, c'était d'aller jusqu'à 25%. Nous ne sommes pas loin justement des 25%. Nous avons sacrifié d'autres secteurs, mais je peux vous dire que ce n'est pas le secteur de l'éducation. Nous ne sommes pas très performants dans la réalisation d'autres objectifs que nous avons dû sacrifier, mais pas l'école. Mais de toute façon, vous voyez, l'une des premières choses que font les terroristes, c'est de brûler les écoles, c'est d'empêcher qu'il y ait des écoles. Donc, pour que même nous puissions mettre de l'argent dans les écoles, il nous faut assurer la sécurité. Quand on est dans une situation comme celle qui est propre au contexte que le nôtre aujourd'hui, la première des demandes des populations elles-mêmes, croyez-moi, c'est la sécurité. Et lorsque vous n'êtes pas en mesure de leur assurer la sécurité, vous vous exposez au risque d'une déconsidération et d'une délégitimation qui sont de nature à rendre impossible l'exercice du pouvoir lui-même, parce que cela expose un État, quel qu'il soit, à des vrais dangers. Et donc, vous voyez, en vérité, la sécurité est à la base de tout et on ne sacrifiera jamais trop d'argent lorsqu'on le mettra dans la sécurité. Le plus important étant tout simplement de savoir que ces ressources qui sont ainsi utilisées le soient de façon efficiente et qu'on ait un résultat conséquent, ce qui est certainement aujourd'hui le cas du Niger, grâce à Dieu. Au niveau de la communauté internationale, le président Issoufou a déclaré « On ne fait pas suffisamment pour marquer la solidarité avec les pays du Sahel et avec les pays du bassin du lac Tchad. Que faudrait-il faire de plus ?» Le président part d'une observation simple. Le président dit souvent que lorsqu'il y a eu le phénomène de l'État islamique en Irak, il y a eu une grande mobilisation de la communauté internationale. Et ce sont des moyens très importants qui ont été engagés dans le cadre de résolution du Conseil de sécurité déjà. Et puis ce sont des mandats conséquents à la hauteur de la menace dans cette région, qui ont été autorisés à chaque fois que l'ONU s'est engagée, et puis les pays, de façon individuelle ou organisée, coordonnée, se sont mis ensemble à travers des moyens de guerre extrêmement importants qui ont dû requérir de ressources conséquentes. Et le président constate que pour la même forme de menace, à une intensité peut-être pour les Occidentaux moindre, on ne fait pas grand-chose. Et son vœu serait qu'on fasse des choses de façon proportionnelle. Si on ne doit pas mettre tous les moyens qui ont été engagés, moyens financiers et militaires. Si on ne doit pas mettre tous les moyens qui ont été engagés en Irak et en Syrie, on doit pouvoir faire quelque chose de proportionnel à la menace et qui est de même nature, hein, qui a cours dans la région du Sahel, puisqu'il s'agit de terrorisme. Et le terrorisme représente la même menace, il représente les mêmes dangers, et pour tous, parce que le terrorisme est tout simplement international. Pour l'instant, le mandat de la MINUSMA se limite au maintien de la paix. Or, au nord Mali, il ne s'agit pas de maintenir la paix, il s'agit de faire la guerre, comme vous le disiez, contre le terrorisme. Et c'est aussi les mots du président de la République. Son appel est-il entendu ? Non, il ne l'est pas. Il y a une doctrine très
puissante chez certains États qui sont réfractaires à une telle idée. Et c'est ça aussi, évidemment. Des États occidentaux? Des États occidentaux, en effet, oui. Les États-Unis d'Amérique, d'abord, pour ne pas les nommer, et d'autres aussi, probablement. Mais ce que nous observons, c'est que l'ONU n'est pas en train d'envisager le principe, justement, d'une force sous le chapitre 7, de la Charte des Nations Unies lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme dans le Sahel, dans la région du Sahel. C'est ça la situation. Bon, si on ne doit pas envisager cela, il faut une autre forme de mobilisation à l'échelle des États, pris individuellement ou coordonnée. Et c'est ça que nous appelons. Nous avons besoin d'équipements plus que nous n'en avons. Et nous nous disons qu'il y a une communauté internationale dont la vocation, à travers notamment le système des Nations Unies, est de garantir la paix et de lutter contre tous les facteurs de nature à remettre en cause la paix. Sur le volet migratoire, le Niger est un partenaire précieux des Européens dans la lutte contre les migrations clandestines sur la route de l'Algérie et puis de la Libye, ayant la traversée directe ensuite de la Méditerranée. Le Niger est-il toujours récompensé pour filtrer les passages clandestins? La question de la migration aujourd'hui n'est pas une question tout à fait d'actualité et elle n'est pas au centre de nos rapports avec nos partenaires. On n'est vraiment plus en 2015, ni même en 2016 ou 2017. Sécurité, démocratie, développement, voici les trois piliers chers au président Issoufou qui prépare la transition démocratique en 2021, étant donné qu'il ne briguera pas de troisième mandat comme le veut la Constitution. Mais certains vous reprochent de débuter votre campagne politique un peu trop tôt. Que souhaitez-vous leur répondre? Je leur réponds que la campagne électorale au Niger est fixée par la Constitution. Elle dure 3 semaines. C'est ce que dit notre Constitution. Nous avons des partis politiques, nous avons vocation à les animer, que nous soyons candidats ou que nous ne le soyons pas. Et le PNDS Tarayya, dont je suis le président et dont je suis le candidat à l'élection présidentielle prochaine, est un parti qui a une tradition de contact connue par tout le monde avec ses militants à la base. Le président Issoufou, incontestablement, est le Nigérien qui a visité le plus de villages, pas homme politique seulement, mais de tous les Nigériens, quel que soit le temps, depuis les 60 années de notre indépendance. C'est l'homme politique qui a fait le plus la campagne du Niger en sa qualité de président du PNDS Tarayya. Moi, je suis président de ce parti. Et il m'arrive, en effet, lorsque j'en ai le temps, ce n'est pas toujours le cas, de rendre des visites à mes militants. L'opposition considère que je suis en campagne. C'est un procès que je n'entends pas de toute façon, que je n'accepte pas, qui ne me dit absolument rien, et quiconque me fait ce procès perd son temps parce que moi, je ne considère pas qu'il s'adresse à moi, il parle à lui-même. Quel est le climat politique actuel au Niger? Il est bon tout simplement parce que nous avons un excellent code électoral. Nous avons le code électoral, le meilleur, et nous avons une composition de notre commission électorale nationale indépendante qui est différente de toutes celles des CENI des pays qui en disposent, qui est la plus démocratique, qui fait plus de place à l'opposition et aux conditions de l'équilibre entre les blocs des partis politiques. Je m'explique. En 2016, suite aux recommandations qui avaient été faites par le Conseil national de dialogue politique à la veille des élections, la CENI sortante a organisé 2 forums à l'occasion desquels il y a eu des échanges entre tous les acteurs intéressés aux questions électorales, et un code électoral a été mis au point, adopté par la suite par l'Assemblée nationale. S'agissant de la CENI, ce code électoral consacre qu'elle sera composée d'un président et d'un vice-président désignés dans le cadre d'une réunion du Conseil national de dialogue politique qui regroupe tous les partis politiques, d'un représentant des associations de défense de la démocratie, qui le désignent en leur sein, et d'une représentante
des collectifs, des associations féminines qui la désignent aussi en leur sein. 3 représentants des partis de la majorité, 3 représentants des partis de l'opposition, plus 3 fonctionnaires représentant respectivement le ministère de l'Intérieur, des Finances et du Plan. Nous avons fait les consultations pour désigner le président et le vice-président de la CENI au CNDP, celui qui a été désigné et qui avait le meilleur dossier, oui, parce que ce sont des dossiers qui sont soumis par des volontaires, c'est Maître Issa Kassouna. Maître Issa Kassouna est un avocat reconnu au Niger qui avait présidé la Commission électorale nationale indépendante qui avait organisé les élections de l'année 1999 que le PNDS, le président Issoufou avait perdu et qui avait été remporté par le MNSD Nassara et ses alliés et le président Tanja Mamadou, candidat du MNSD à l'époque. Depuis lors, M. Issa Kassouna, pour cette expertise justement, est parti dans le système des Nations Unies, dans le département des élections. A eu une grande expérience dans bien des pays africains et il est revenu en 2015 ou 2016. Non, il était encore à Madagascar quand il avait déposé son dossier et qu'il avait été retenu. C'est une personne intègre, incontestablement, compétente, sans nul doute, et c'est cette personne-là qui préside à notre CENI. D'accord. Par la suite, il y a eu un parti politique qui a dit que les 3 représentants de l'administration sont tous d'obédience PNDS-Taraya, c'est-à-dire notre parti, et qu'il y a donc un déséquilibre en sa faveur pour cette raison. Et il y a eu ce même parti pour dire que la notion de bloc de l'opposition et de la majorité au sein des blocs, aussi, vous avez des candidatures multiples. Certains auront des représentants, ils seraient 3, d'autres n'en auraient pas. Et quand nous avons écouté ces critiques, nous avons dit qu'elles ne sont pas infondées. Et nous avons décidé de leur faire droit. Nous avons convoqué une réunion des partis politiques pour apporter les amendements nécessaires au code électoral. Ce qui fut fait. Ainsi, à l'issue de ces discussions, il a été décidé que les 3 représentants de l'administration n'auraient plus de voix délibérative au sein de la CENI. Ils seraient presque comme des observateurs. Ils en sont membres, mais sans voix délibérative. Ils auront seulement une voix consultative, on va dire. Donc, ils ne votent pas. Donc, quand il s'agit de prendre des décisions, ils ne seront pas associés à la décision qui sera prise. Ils n'y prendront pas part par le vote, en tout cas. Et il a été décidé qu'au lieu d'avoir 3 par bloc de partis, on aurait 5. 5 de la majorité, 5 de l'opposition, et même 5 des partis non affiliés. Pour nous, pouvoir, nous considérons que les non affiliés, dans la mesure où ils ne se reconnaissent pas dans notre régime et ne le soutiennent pas, sont des opposants. Et nous avons accepté qu'ils soient représentés. Et il y a un déséquilibre en notre faveur, mais nous l'acceptons si ça devait être la condition pour qu'on considère que le climat est serein. Et si c'est de nature à créer la sérénité du climat dont nous avons besoin. Au demeurant, nous sommes convaincus que à la CENI, on fonctionne au consensus. Et la raison, tout le monde en est également doté. Il n'y a pas de crainte du tout, de toute façon, à cet égard. Nous sommes allés plus loin, en prenant en compte en cela cette remarque qui voudrait que pendant les élections, chacun a sa cause qu'il défend, qui ne peut pas être assumée par le représentant de notre parti. Oui, c'est le jeu de la campagne. Et donc, par conséquent, nous avons décidé que chaque candidat que la Cour constitutionnelle, dont la Cour constitutionnelle validera la candidature à l'élection présidentielle, nommera un représentant à la CENI avec voix délibérative, avec statut plein, jusqu'à la fin des élections et au rapport que la CENI va faire des élections en question. Donc, avec cela, nous avons une composition de la CENI et un fonctionnement comme on n'a nulle part ailleurs en Afrique. Et c'est cela qui me fait dire que nous avons la CENI la plus démocratique. Et un climat politique plutôt. Et c'est ça qui explique que même si l'opposition
ne participent pas à la CENI jusqu'à présent, qu'elle en boycotte les travaux. Oui. Elle le fait pour des raisons qu'elle peut difficilement défendre sans une certaine dose de mauvaise foi. Au demeurant, nous venons de commencer le recensement biométrique. C'est pour la première fois qu'au Niger, nous allons aller à des élections où les électeurs seront recensés de façon biométrique, ce qui garantira qu'on n'aura pas d'électeurs fictifs et des personnes qui se fassent enregistrer sans qu'elles soient là. Il faut être là physiquement, se faire prendre sa photo, apposer ses doigts, et c'est un ordinateur qui fait ces enregistrements. C'est pour la première fois. Et en ce moment, les partis de l'opposition qui boycottent les travaux de la CENI au sommet sont impliqués dans tout ce qui s'est fait au niveau des commissions administratives à la base et demandent à leurs militants de se faire enrôler en masse. Et donc, nous considérons qu'ils soutiennent le processus électoral, ils ne le décrient pas, ils ne disent pas qu'il n'est pas sûr et qu'ils demandent à leurs militants de ne pas s'inscrire. Ils ne boycottent pas le recensement électoral parce qu'ils savent qu'il se passe dans de bonnes conditions. Et depuis que ça a commencé, je n'ai pas entendu un seul parti politique critiquer le cours du recensement électoral. Et tout cela crée, à mon avis, un climat plutôt bon à cette veille des élections. À cette veille des élections, justement. Et en 2021, si vous êtes élu président de la République du Niger, qu'est-ce qui changera avec vous ou qu'est-ce qui se poursuivra avec vous? Je poursuivrai tout ce qui a été entrepris par le président Issoufou, dont le bilan sera un bilan très positif, comme l'a été son bilan de 5 années de son mandat précédent. Le président Issoufou a mis l'accent sur la sécurité. Vous vous souvenez, on en avait parlé. Oui, nous avons tout à des fait, résultats avec un budget important probants, alloué à la sécurité. malgré un environnement très défavorable. Le président Issoufou a mis l'accent sur le renforcement des institutions démocratiques, ce qui aussi s'est réalisé de façon incontestable. Il a mis en œuvre un programme de construction d'infrastructures dans tout le domaine, infrastructures énergétiques, infrastructures de communication, infrastructures de télécommunication. Le président Issoufou a promu l'initiative 3N, des Nigériens nourrissent les Nigériens dans le domaine de l'agriculture, avec des résultats tout à fait conséquents également. Nous avons mis beaucoup de moyens dans le secteur de l'éducation. Nous avons entrepris un certain nombre de réformes pour en améliorer la qualité. Nous avons construit de grandes infrastructures sanitaires, 2 hôpitaux de 500 lits chacun, avec des moyens, des plateaux techniques de dernière génération, l'un à Zender, l'un à Niamey, l'autre à Maradi. Nous avons recruté autant que nous le pouvions de personnel dans le secteur de la santé et celui de l'éducation. Nous avons fait des efforts dans le domaine de l'hydraulique, que ce soit l'hydraulique villageoise, pastorale ou urbaine. Bref, dans tous les domaines, des engagements majeurs que le président a pris, nous avons des résultats conséquents. Ces efforts, dans ces secteurs, nous allons les poursuivre. Mais nous avons beaucoup de défis devant nous que nous allons essayer de relever avec encore plus d'engagement et plus de moyens. Le défi de la qualité de notre système scolaire. Malgré les efforts dans ce domaine dont je viens de parler, force est de constater que notre système scolaire reste encore peu performant, d'une qualité que nous devons considérablement améliorer. Et dans mon discours d'investiture, lorsque j'avais été désigné comme candidat de notre parti, j'ai dit que ce sera une de mes priorités. J'ai dit que le secteur du développement rural, d'abord,
est un secteur aussi qui mérite que, justement, nous fassions davantage d'efforts, que nous investissions une intelligence nouvelle pour que nous améliorions les conditions de vie de la grande majorité des populations Nigériens. rurales. Et une des choses que nous avons à faire, c'est l'électrification du monde rural. C'est un enjeu déterminant pour le Niger et pour le continent d'ailleurs. Nous aurons la chance de bénéficier des ressources qui nous viendront du pétrole brut que nous aurons à exporter. Nous aurons des capacités budgétaires beaucoup plus conséquentes que par le passé et ce sera justement ces ressources additionnelles et toutes les facilités qu'elles vont nous offrir et qui seront investies pour améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. Vous vous sentez prêt à devenir président de la République? Oui, tout à fait. Ça fait déjà longtemps que je suis dans les arcanes de l'État. Ça fait déjà longtemps, du moins, que j'ai une expérience étatique à un niveau élevé, que je suis coutumier des arcanes de l'État. Je pense que ce soit sur les questions de sécurité, que ce soit sur les questions internationales, où j'ai eu une expérience ministérielle importante sur les deux mandats du président Issoufou, ou que ce soit sur les autres questions en rapport justement avec les infrastructures, l'élevage, l'agriculture, la santé, l'hydraulique, etc., etc. J'ai des connaissances qui me permettent d'aborder l'avenir avec raisonnablement de chances de ne pas commettre des erreurs qui seraient dues en d'autres circonstances à mon inexpérience. J'ai une grande expérience de l'État et cette expérience de l'État que j'ai acquise pendant les 30 années que j'ai été ou ministre ou député va m'être particulièrement utile. Et nous vous remercions pour l'entretien et on se retrouve mardi prochain à 19h sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris. À mardi.